l'idée, en fait, c'est qu'on puisse échanger, que le format de l'échange vous permette à vous de partager quelle est votre vision et à quoi est associée cette notion d'inclusive. Est-ce que c'est quelque chose qui a été associé à des bons moments? Est-ce que c'est quelque chose qui a été associé à des moments désagréables? Et ensuite, si vous le voulez bien, on va échanger un petit peu sur moi, qu'est-ce qui m'a fait vivre dans ma vie sur quelques projets qui ont été assez passionnants. Comment est-ce que cette notion d'inclusive, je l'ai vécue sur les 10-15 dernières années? Et puis, quels sont on va dire les principes importants à garder à l'esprit quand on travaille sur un projet qui doit accueillir un certain nombre de personnes différentes. Alors, pour vous, et on va essayer de travailler un petit peu sur ce mot justement qui a pas beaucoup qui a une traduction en français qui est pas évidente. Pour vous, quel est un synonyme? Je vous demanderai juste un mot. Alors, ceux qui ont envie de prendre la parole, pour vous, un synonyme inclusif, c'est quoi? Construire des ponts. Construire des ponts. Merci beaucoup. Top. Accueillant à tout le monde. Ouais, très bien. Accessibilité et puis du coup englobant en fait. Alors du coup, essayez de rajouter juste après, est-ce que pour vous c'est synonyme d'un moment qui est agréable ou est-ce que ça peut être aussi synonyme d'un moment qui peut être plus difficile à vivre? J'aimerais bien avoir votre sentiment sur le... C'est agréable plutôt. Agréable. Bah, ça me fait penser aux vacances. Donc, all ah oui. All inclusive, pas mal. Ouais. Effort. Ouais. Construire des ponts relationnels, c'est une belle chose et quelque chose de super important. Mais personnellement, ça me demande des efforts. Mais ça vaut la peine. Merci beaucoup. S'adapter. Ouais. Très très bien. D'autres partages? Il y a cette notion vraiment de tout le monde est... Je ne sais pas si ça répond à la question de l'unanimité ou de l'universalité, mais j'aime bien le côté englobant et enveloppant. C'est quelque chose qui nous dépasse et tout le monde répond présent. Et je l'associe effectivement à quelque chose de très plaisant, une fraternité en fait. Top, merci beaucoup. Je pense que ça peut être agréable et désagréable en même temps, ou ça dépend le contexte. S'il y a une personne qui est très différente de nous, par exemple, qui nous rejoint, ça peut être désagréable au début parce qu'on ne connaît pas, c'est un peu bizarre au début, et puis finalement, peut-être qu'on le trouve agréable d'apprendre aux autres et d'apprendre des autres. Donc ça rejoint un petit peu votre sentiment, ça demande un effort de construire un lien. Oui, je pense qu'il y a aussi un problème de uniformisation, dans le sens un peu inclusif, que voilà, est-ce qu'on a vraiment besoin de tous s'entendre, où il y a des limites, où voilà, je peux faire partie mais rester différent, ou... Est-ce que je perds mon identité quand je me mélange aux autres? C'est ça un petit peu ce que vous voulez dire? Oui. Les collectivités, etc., les communautés, qu'est-ce que ça implique au niveau individuel, je sais pas. Comment garder l'individu au niveau du groupe. C'est ça? À peu près. Merci. Merci déjà pour vos partages. Et c'est intéressant parce qu'on voit qu'on va tourner autour de cette notion-là ensemble. Alors, moi, ce que j'ai vécu, j'ai eu la chance de vivre des moments collectifs assez importants. On a, avec quelques amis, eu le plaisir d'organiser pendant presque 20 ans les randonnées roller à Paris le vendredi soir. Et on a fait des petites choses. On a fait une grande patinoire dans le Grand Palais. On a fait un saut de la Tour Eiffel, du premier étage, par un très bon copain qui s'appelle Taïg, et qui d'ailleurs avait, quand on était adolescent, s'était dit un jour je sauterai de cette tour en roller. Et 20 ans plus tard, il l'a fait. Je ne sais pas si... Est-ce que, d'ailleurs, j'avais une petite question pour vous. Qui connaît les randonnées roller le vendredi soir à Paris? Cool. Qui les a déjà faites? Top. C'est cool.
Donc c'est des grands moments, on a vécu des choses incroyables. Juste pour la petite histoire, la petite anecdote, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est grâce à la RATP que cette randonnée a vu le jour. Tout simplement parce que dans les années 95, il y a eu des très grandes grèves et que notre petit groupe de patineurs, on était une cinquantaine à l'époque, on se retrouvait assez régulièrement en fin de semaine, le vendredi à Montparnasse. On est passé de 50 à 500 parce que tout le monde a acheté des rollers. Et donc, grâce aux grèves de 95, en 98, 3 ans plus tard, la préfecture de police nous attendait au départ et a demandé à mon ami et associé Boris quelles étaient nos revendications politiques. Et ce à quoi on a dit qu'on était juste là ensemble pour partager un bon moment. Et ils nous ont dit, bon, c'est super, mais il faudrait peut-être organiser une association pour qu'il y ait une organisation, des responsables, une structure, des assurances, enfin, bon, tout ce qui est apparu après. Et donc on est passé de quelques milliers à cette époque-là à aujourd'hui le Guinness Book des records nous a décerné le record du monde de participants à 58 000 personnes, qui a été la randonnée qui a rejoint Paris à Versailles dans les années 2001-2002. Voilà d'ailleurs la photo du Paris-Versailles. Donc là on est côté château, hein, et on voit l'ensemble des patineurs qui viennent de Paris. Ça rejoint complètement le fond de l'image, on ne voit pas du tout l'arrière de la randonnée. Et ça c'est ce qui attendait les patineurs. La fin du concert, la fin de la tournée de Pink Martini, on a été les seuls avec, je crois, U2 à pouvoir faire un concert devant le château de Versailles, avec que des personnes en roller. Ça a été un moment absolument incroyable. Et je m'occupais de l'organisation de ce joli bazar avec quelques amis. Et puis ensuite, un autre événement qui a été qui m'a complètement bouleversé et qui aussi est une rencontre de plusieurs cultures. Alors voilà la vidéo d'un voyage, enfin d'une mission sportive et humanitaire qu'on a organisée en septembre 2000 et que j'ai eu le privilège d'organiser pour l'association Paris Roller. On va regarder ça ensemble quelques instants. Pour la première fois depuis 10 ans, un avion français privé s'est posé à Bagdad. Il s'agit d'un vol humanitaire qui transportait une 60aine de personnes, dont des médecins et quelques sportifs. Pendant ce voyage qui doit durer 3 jours, une trentaine de médecins et de chirurgiens devraient assister leurs collègues dans les hôpitaux de Bagdad. Réaction à Washington. Pour Washington, il s'agit d'une violation du régime des sanctions de l'ONU contre l'Irak. Donc on a été contacté en fait par une fondation qui voulait organiser une rencontre entre des médecins français et des médecins irakiens pour sensibiliser l'opinion internationale sur les problématiques liées à l'embargo. Donc ça c'était le but de la mission et ils souhaitaient agrémenter plutôt le voyage par des personnes qui avaient une passion à partager parce qu'on allait aller dans des hôpitaux, dans des écoles. Il y aurait des enfants et ils avaient envie de ne pas être uniquement sur un axe médical, mais être aussi sur un axe de partage de liberté, de passion, etc. Donc il y avait quelques sportifs qui devaient se joindre à nous. Le problème, c'est que c'était dans un contexte de tension entre Paris et Washington. Donc le voyage a été décalé de jour en jour et on s'est retrouvé finalement avec la moitié de l'avion qui était vide parce que l'ensemble des personnes qui étaient bookées sur les précédentes dates n'étaient plus disponibles le jour du décollage. Donc les organisateurs m'ont dit, mais écoute, tu as la moitié de l'avion à remplir. C'était facile, j'avais 30 000 personnes tous les vendredis soirs, donc en trouver 60, c'était chose facile. Donc on a rempli l'avion avec plein de patineurs qui étaient les meilleurs patineurs de Paris et on a fait des choses assez incroyables dans les écoles. Vous voyez, là, on a tous les enfants, puis nos copains et copines qui faisaient du slalom, du saut. On a fait des petites initiations roller, des démonstrations, des petits spectacles. On est même parti sur les ruines de la ville antique de Babylone pour faire un spectacle de danse et de roller. On a fait ça pendant une semaine. Et quand vous marchiez dans la rue, toutes les télévisions qui étaient dans les petites épiceries, les commerces d'Irak, passaient en boucle nos vidéos et ce qu'on faisait. Et c'était, vous voyez, les images des footballeurs qui descendent les Champs-Élysées en 98 ou même là dernièrement.
c'était la même chose. C'était absolument incroyable. Il y avait des enfants qui sortaient de partout, ils venaient nous toucher les rollers. Enfin, ça a été des moments absolument hallucinants. Et voilà. Et ça, c'était l'hôtel où on était hébergé. Il fallait marcher sur cette entrée avec ce message Bush is criminal en bas. Et voilà, donc il y a vraiment une ambiance très très particulière quand on est dans une culture comme ça qui est peu connue, avec une histoire qui est complexe. Et ça a été un des grands moments où justement la notion d'inclusive est devenue un élément très fort dans ma vie, et je vous raconterai après pourquoi. Ensuite, on a organisé des événements pour des grandes marques avec des patineurs. Là, c'était pour l'inauguration d'une boutique Chanel sur Avenue Montaigne. Donc on avait en fait une diffusion dans la rue de l'événement qu'il y avait à l'intérieur de la boutique, et la diffusion se faisait sur les écrans, dans le dos de patineurs qui se déplaçaient tout le long de l'avenue Montaigne, et qui permettait de créer une interactivité entre l'intérieur et l'extérieur du lieu. Ensuite, on a organisé d'autres choses, toujours en roller, notamment au Trocadéro, où il y avait un gros festival pendant 2 jours de courses et de vitesse, de sauts d'obstacles. Enfin, ça a été des moments très très intenses, avec de la course dans tous les sens, de la vitesse. Et là, on est vraiment sur du roller extrême. Et ça c'était moi un peu plus jeune. Et alors, cette grande communauté de rollers a été sollicitée en 98, toujours, par Technopole, l'association qui organise la Technoparade. Et ils nous ont demandé de les aider à organiser le cortège, parce qu'on avait une belle expérience sur le sujet. Ils attendaient 200 000 personnes, il y en a eu 300. Et l'ouverture du cortège, la coordination du cortège a été faite par l'association Paris Roller. Donc on s'est retrouvé de l'accompagnement d'un groupe de 20-30 000 personnes dans Paris tous les vendredis soirs, à une fois par an sur les 5 premières années. C'est nous qui avons géré l'ouverture de la Technoparade. Donc là on voit sur la droite tout le staff de l'association qui fait l'ouverture de la parade. Avec cette jolie phrase « Tous les hommes dansent libres et égaux ». Ça me semblait intéressant de citer cette phrase-là sur le thème de ce matin. Et alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Donc, Sophie Bernard, qui était une des dirigeantes de Technopole, a été contactée par les gens qui organisaient la conférence Les Blogs, qui est devenue Le Web, ensuite, après. Vous connaissez cet événement, cette conférence qui a eu lieu pendant 10 ans à Paris? Et donc, on s'est retrouvés, toute l'équipe de l'organisation des randonnées rollers, puis de la Technoparade, on s'est retrouvés sur l'organisation de cette conférence qui a été, avec Loïc et Géraldine, un moment aussi d'interconnexion culturelle, d'interconnexion numérique. Et ça a été des moments assez fous. C'est là qu'on a rencontré le fondateur de Presse Citron. C'était l'ensemble des audiences qui étaient là-bas, qui étaient assez géniales dans leur diversité et leur variété. Alors, du coup, on va revenir sur le sujet qu'on a commencé à aborder. En fait, c'est pourquoi est-ce que je partage avec vous tout ça? C'est parce que l'ensemble de ces événements ont un point commun, c'est qu'ils rassemblent des communautés extrêmement différentes, internationales, de toutes les origines sociales, culturelles, ethniques. Et à chaque fois, il y a des moments qui sont très très fédérateurs et qui durent dans le temps. Et c'est vraiment ça qui, dans les projets que je mène aujourd'hui, m'a donné cette sensibilité particulière sur la création de liens, la création de valeurs, mais aussi la gestion de tous les problèmes que ça peut générer. Et ils sont multiples. Alors pourquoi? Parce que le nous, c'est là où la valeur apparaît, mais c'est aussi là que se créent les irritations. C'est là que l'incompréhension, c'est là que les peurs, c'est là que plein de choses se réveillent dans les interactions entre les gens. Et c'est ça qui peut être des fois problématique dans une communauté. Alors, pourquoi est-ce que je prends l'exemple du corps humain? Parce qu'en fait, le corps humain, c'est une source d'inspiration et une source de solution qui est absolument incroyable. Si on prend par exemple le visage,
toutes les interactions entre l'intérieur et l'extérieur du corps, les yeux, les oreilles, la bouche, le nez, sont des organes qui créent une valeur. Je regarde ce qui m'entoure, j'apprends, je découvre, j'écoute, j'interagis, il y a une valeur qui se crée, je mange, je peux rester en vie parce que je m'alimente. Donc toutes les interactions du visage permettent au corps de fonctionner et de s'alimenter. Mais imaginez que ces interactions-là se fassent sans ce que le corps utilise pour réduire les frictions. Par exemple, l'œil, imaginez qu'il n'y ait pas de larmes, qu'il soit sec. Imaginez qu'il n'y ait pas de salive. Projetez-vous dans cette situation où en fait les interactions avec le monde extérieur sont faites sans cette production de liquide. Eh ben, on se retrouve exactement dans la situation de création de liens. On a bien un lien avec l'extérieur, mais il y a une zone de frottement qui est énorme. En fait, qu'est-ce que fait le corps pour qu'il y ait une création de valeur sans irritation? Il produit des substances qui permettent de créer un contact avec l'extérieur qui est agréable. Et en fait, c'est exactement la même chose dans une communauté. La création de valeur ne peut être agréable et bien vécue que si c'est fluide et s'il y a une interaction avec les autres qui est douce. Alors, aujourd'hui, dans mon métier, on a ouvert un certain nombre d'espaces qui ont la particularité d'assembler des personnes extrêmement différentes. C'est-à-dire qu'on n'a pas dans notre communauté que des gens qui sont corporate ou qui sont que artistes ou qui sont que start-up. On est vraiment sur une communauté qui est extrêmement transversale. Et une des problématiques qu'on a identifiées tout de suite, c'est comment est-ce qu'un artiste, comment est-ce qu'un cadre ou un manager d'un grand groupe, comment une start-up, comment une association vont vivre dans un même lieu et en retirer quelque chose de positif sans être dans cette irritation due aux frictions des différences. Et donc nous aujourd'hui sur les 5 sites que l'on a, c'est près de 2500 m², 250 personnes par jour, on accompagne 150 porteurs de projets extrêmement différents. Je vais vous donner un petit exemple tout simple. On a dans notre lieu un espace de réunion, de conférence qui est plutôt assez lumineux, très design, qui est utilisé souvent par des grandes boîtes type L'Oréal, BNP ou autres. Quand il y a des séminaires, qu'on a 25 personnes en tailleur ou costume cravate, qui passent une journée ensemble et qui, à la pause de café, sortent de la salle, si par exemple, juste à côté, il y avait une troupe de théâtre qui était en train de répéter et qui sortait complètement transpirant, dans une énergie complètement différente, à ce moment-là, on aurait un problème. Parce que les mondes sont trop loin, parce que les ambiances sont différentes, les rythmes ne sont pas les mêmes, la façon de parler, il y aurait une incompréhension très forte. Et pourtant, aujourd'hui, dans un de nos lieux, il y a ces deux communautés-là qui travaillent en même temps, les uns sur le théâtre ou la danse et les autres sur des sujets très corporate. Alors comment est-ce qu'on a fait pour résoudre ce problème ? Eh bien, très simplement, quand ils sortent de l'espace, le chemin qu'ils vont faire jusqu'à l'espace de restauration et l'espace partagé est un chemin qui leur permet petit à petit de switch et de sortir de leur ambiance corporate, de descendre, puisqu'il y a un escalier central qui permet de descendre, de voir la rue pendant ce parcours-là, et ensuite de rentrer dans un espace qui fait penser à une cuisine. On est chez soi. Vous avez certainement fait la même expérience que moi, dans toutes les soirées, là où on échange le plus, là où on partage, là où on a des vraies conversations de fond, c'est dans la cuisine, c'est pas dans le salon. Et en fait, le fait de permettre aux gens qui viennent soit pour répéter une pièce de théâtre ou pour avoir un séminaire très corporate, le fait de les emmener dans un parcours où ils quittent leur ambiance pour petit à petit arriver dans un endroit où ils sont chez eux. C'est un parcours qui dure moins d'1 minute, hein, le trajet est court. Et bien, quand ils arrivent à la machine à café, dans cet espace de convivialité et de vie, ils sont capables de rencontrer celui qui vient de terminer sa pièce de théâtre ou celui qui vient de faire une journée de formation sur des sujets très, très techniques. Ça fonctionne parce que
l'être humain à switcher d'un monde à l'autre. Du coup, cette expertise-là qu'on a développée, aujourd'hui, elle est assez demandée par des gens qui, justement, réfléchissent sur la création de lieux innovants qui sont basés sur l'humain. Et on a, du coup, reçu pas mal de demandes. Alors ça, c'est l'activité conseil qu'on a développée. On a aujourd'hui 7 sites livrés, 10 000 m² qui sont créés. Et ces espaces-là, donc, ce sont des espaces qui sont portés par des entreprises comme Carrefour, Accor, et on a même eu le privilège de nous occuper d'une des écoles du groupe ici sur le CV. Et en fait, ces espaces-là, on travaille dessus de manière à ce que justement les lieux, l'espace physique, l'espace numérique, les services, la communauté, l'écosystème de partenaires permettent de créer du lien entre des gens qui ont des cultures et des usages très différents. Alors, petit exemple aussi sur cette activité-là, quand on veut créer du lien entre les gens, une des premières questions qu'on se pose, c'est quelle est la taille de la communauté que je vais animer. Parce que le nombre de mètres carrés influe forcément sur le nombre de gens. Il y a, plus un lieu est grand, et plus, a priori, il y a de gens qui vont venir dedans. Et en s'intéressant à ce sujet-là, on est tombé sur une étude d'un anthropologue qui a fait des travaux assez intéressants, qui s'appelle Dunbar. Et il a trouvé un nombre qui se vérifie dans plein de domaines, qui s'appelle le nombre de Dunbar, qui donne en fait le nombre de personnes avec qui, au quotidien, un être humain peut avoir des interactions de qualité et stables. Ce qui fait que nous, dans nos lieux, on s'est limité volontairement à 2000 m², 2-3 000 m² pour qu'il n'y ait jamais plus de 150-200 personnes au quotidien dans un lieu et que la communauté soit une communauté qui soit de qualité. Alors, très concrètement, qu'est-ce que ça change ? Ça change tout simplement la perception de chaque personne qui rentre le matin dans le lieu. Quand il ouvre la porte, il ne rentre pas chez Big Coworking ou il ne rentre pas chez WeWork ou chez Nextdoor ou plein d'espaces comme ça qui sont des espaces de travail partagés, il rentre chez lui. Et c'est ça qui fait toute la différence parce qu'en fait, cette appropriation de la communauté et de l'espace fait qu'on a plein de problèmes qui sont résolus. Quand on est chez soi, on a certains comportements qu'on n'a pas ailleurs. Et ça permet en fait de résoudre beaucoup de problématiques. Alors, on va revenir sur une petite synthèse des points importants quand on veut s'ouvrir à l'autre sans s'irriter. Si on fait un petit résumé rapide sur le roller c'est le plaisir de glisser. C'est une liberté de déplacement, c'est la découverte de Paris et de ses monuments la nuit, c'est le plaisir de partager des bonnes pratiques, de s'entraîner ensemble. Mais c'est aussi des zones de friction. Pourquoi ? Parce que certains vont trop vite, ils font peur. Il y en a qui vont sur les trottoirs, qui créent du risque pour les piétons. Il y a des gens qui font trop de bruit, qui mettent la musique trop fort. Il y en a qui mettent la petite sono sur le dos, etc. Donc ça peut être perturbant. Et puis, il y a aussi de la drague insistante qui peut être assez pénible pour un certain nombre de patineuses et de patineurs. Donc, comment est-ce qu'on fait pour résoudre ces problèmes-là ? La mission humanitaire, c'est pareil. On a rencontré les mêmes sujets. La rencontre d'une autre culture, c'est le partage d'une passion. C'est une aventure collective qui a un but et un sens profond. Mais c'est aussi des demandes. On nous a demandé des médicaments, on nous a demandé des papiers, on nous a demandé plein de choses qui étaient compliquées à gérer pour nous qui étions jeunes. On avait à peine 20 ans et on débarquait de Paris sans parler la langue du pays. Donc c'était très compliqué à gérer sur un certain nombre de sujets. Sur la technoparade, c'est pareil. On est rassemblés pour une cause culturelle qui était de défendre la musique électronique à l'époque. Comment est-ce qu'on partage tout ça et les frictions que ça génère avec l'ivresse, les accidents. Donc à chaque fois, on voit bien que cette notion d'inclusive est générateur de plaisir, comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, mais elle est aussi génératrice de frictions et de difficultés.
Alors comment accepter l'autre? En fait, c'est un des sujets qui est le fond d'une irritation et d'un problème. Et j'ai trouvé cette image intéressante parce que c'est pas parce que tu as raison ou que j'ai raison que l'autre a forcément tort. On peut avoir chacun une perception d'une réalité qui est la nôtre. Et un des premiers pas pour développer cette notion d'inclusive, c'est d'accepter un point de vue qui est différent d'une autre sur une situation qui peut souvent être la même. Alors, une des qualités nécessaires pour développer cette notion d'inclusive, c'est l'empathie. S'intéresser à ce que les gens pensent, pourquoi ils le pensent, qu'ils aiment, le sens que ça a pour eux, leurs émotions. Et donc cette première qualité-là, elle est fondamentale si on veut être dans cette inclusivité. Et alors pour conclure, j'adore cette phrase de Saint-Exupéry qui dit qu'on ne voit bien qu'avec le cœur et que l'essentiel est invisible pour les yeux, et c'est très vrai. Donc la recette que, en tout cas, j'essaye de mettre en place dans mon quotidien, dans l'ensemble des projets dont on s'occupe, pour être inclusive, c'est la première chose, être bienveillant, c'est-à-dire veiller au bien collectif et individuel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est être clair, parce que quand on n'est pas clair, on génère des zones de flou, des zones de doute, et la clarté permet clarté vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de l'autre, permet de se comprendre et d'avoir un dialogue qui est sincère. La réciprocité est tout aussi importante parce que c'est ce qui permet d'être durable dans le temps et que la relation à l'autre ne soit pas coûteuse toujours pour la même personne. Donc c'est ça qui permet de créer du lien sur du long terme. La liberté parce que, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, des fois le groupe peut gommer ou en tout cas venir prendre sur l'identité de chacun, et il ne faut pas ça. Il faut que l'identité, la liberté et les choix de chacun soient préservés. C'est ça qui permet à la communauté d'ailleurs de créer de la valeur de manière durable. L'empathie, parce que s'il n'y a pas d'empathie, on ne se comprend pas. Si on ne se comprend pas, on ne peut pas créer de pont. Si on ne peut pas créer de pont, il n'y a pas de création de valeur. Et l'écoute. Et souvent, quand on dit faire attention à l'écoute, on pense souvent à l'écoute de l'autre. Mais en fait, l'écoute de l'autre est tout aussi importante que l'écoute de soi. Et c'est cet échange-là qui va permettre de créer un lien de qualité. Et puis cette phrase que je trouve intéressante, parce que souvent on l'entend dans l'autre sens, c'est « faites pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse », mais en fait c'est l'inverse qu'il faut faire, et c'est faire aux autres ce que l'on aimerait qu'on nous fasse, ce qui permet d'être toujours acteur de la relation à l'autre et d'être toujours dans cette générosité-là. Je vous remercie.